Je voudrais, avant de commencer, remercier les révérends Delphin et les présidents de la commission intégrité et médiation électorale, distingués invités, mesdames et messieurs, je tiens avant toute chose à remercier tous les organisateurs de cette manifestation ce jour pour m'avoir associé à ce débat dont le sujet revêt une importance capitale puisqu'il traitera de la survie de notre chère nation, la RDC. Le comité d'organisation du dit forum m'a sollicité pour vous entretenir sur le thème patriotisme et la cohésion nationale, nécessité de la refondation philosophique de la nation. Dans le but de faciliter la compréhension de l'auditoire et par souci de clarté, j'ai pensé qu'il était approprié de scinder mon intervention de ce jour en deux parties distinctes. La première sera axée sur une lecture de l'histoire de notre pays et une analyse relative à sa position actuelle dans un monde en pleine mutation géopolitique. Cette première réflexion aboutira à la seconde, celle qui nous permettra finalement de tracer un meilleur cadre de refondation philosophique de notre très chère nation. En tant que politique de formation, chercheur et journaliste, je me baserai entre autres sur diverses publications qui viendraient détailler mes propos. Je ferai un autre appel aux conclusions des travaux du professeur Kamana, philosophe congolais, qui a énormément publié sur ce sujet. Pour appréhender tous les contours de la situation de notre pays, une lecture historique s'impose. Produit de la mondialisation capitaliste, la RDC, notre pays, demeure un cas unique dans toute l'histoire de la construction de l'État. À ce sujet, Madame Zala Liao Kanza a trouvé des mots justes dans son ouvrage des origines sociales du sous-développement politique au Congo belge. Selon l'auteur, l'État indépendant du Congo fut une compagnie multinationale dirigée par un président directeur général en la personne de Léopold II, roi des Belges, pour servir les intérêts des pays capitalistes. Analysant cette période coloniale, Mme Kanza est arrivée à cette conclusion. En effet, l'ennemi du Congo n'était pas uniquement le système colonial belge établi. Ce ne fut jamais un seul pays occidental, mais le système capitaliste mondial représenté et défendu en 1884-1885 par les groupes signataires de l'Acte de Berlin. Cet héritage de Berlin reste un handicap pour la construction de la nation congolaise. Considérée comme une compagnie internationale par les puissances occidentales et les multinationales, tout celui qui accède à la tête de l'État congolais doit jouer le rôle de gérant ou d'un PDG. Le premier gérant, qui est le porte-roi de Belge, n'a pas pu respecter la règle d'or établie par l'Acte de Berlin. La protection du commerce libre entre puissances capitalistes dans les bassins du Congo. En instituant des monopoles dans les domaines de certains domaines de commerce, l'opposé a commis un génocide contre la population congolaise avec la politique des mains coupées. Et à cause de ces monopoles et des mains coupées, les Congolais, l'État indépendant du Congo fut annexé à la Belgique et devint Congo belge. De 1908 en 1960,
la Belgique a géré les intérêts de grandes puissances et des multinationales sans problème. Mais, avec l'accession du pays à l'indépendance, l'arrivée du Premier ministre Lumumba à la tête du gouvernement élu démocratiquement, tous ces changements vont remettre en cause les modèles de gestion de l'entreprise multinationale qui était le Congo. Le Premier ministre Patrice Emery Lumumba réclamait une indépendance politique réelle, mais également une indépendance économique concrète. Il était convaincu que sans l'indépendance économique réelle, l'indépendance politique restait une coquille vide. Depuis l'assassinat de Patrice Lumumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila, le Congo continue d'être à la recherche de son véritable indépendance politique et économique jusqu'à ce jour. Et c'est face au groupe signataire de l'acte de Berlin de 1884-1885, représenté aujourd'hui par les groupes de miniers qui remettent en cause les nouveaux codes miniers promulgués par le président Joseph Kabila Kabange. Ce rappel des faits historiques nous aide à comprendre les enjeux géopolitiques dans lesquels se trouve notre pays. Pour de la mondialisation capitaliste au XIXe siècle, le Congo, notre pays, se trouve au centre de vos enjeux économiques et géopolitiques. Du fait de la révolution numérique et de la transition énergétique, le Congo se trouve projeté sur la scène internationale suite aux minerais stratégiques qui les regorgent, en particulier le cobalt. Notre pays regorge 60% des réserves mondiales de ce carburant du XXe siècle. Ceux qui contrôleront sa filière de la production pour la fabrication des batteries électriques pour le futur, seront les puissances du XXe siècle. Voilà quelques éléments succincts qui ressortent de la relecture historique et géopolitique de la situation de notre pays, le Congo. Et de là, nous pouvons à présent faire apparaître quelques notions de la refondation philosophique de la nation congolaise. À mon avis, il y a 3 éléments qui peuvent être à la base de la fondation philosophique de notre nation. À partir des idéaux défendus par les pères de notre indépendance, à savoir unité nationale, souveraineté nationale, indépendance économique et panafricanisme. J'ai emmené des livres publiés par M. Kamana, comme je ne suis pas philosophe, j'ai fait appel à ses publications. Les premiers livres, il a publié en 2010, c'était le 50e anniversaire de notre indépendance. Il a titulé son livre « Il y a urgence » pour la nouvelle indépendance de l'Afrique et de notre pays. Le deuxième livre, on a publié ensemble avec lui sur l'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire. Rupture et révolution. Il y a un article que M. Kamana a publié dans l'ouvrage intitulé « Les Congos qui s'éveillent ». Kamana est d'avis. Il a tracé un peu les contours pour un nouveau Congo. Il a pensé d'abord qu'il faut que les Congolais rompent avec les logiques du pessimisme. Deuxième élément, il faut que les Congolais pensent par eux-mêmes au lieu de penser par procuration. Troisième élément, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et quatrième, changer nous-mêmes le cours de notre histoire. Cinquième, agir par nous-mêmes. Et tout cela pour qu'on fasse réussir ce que je peux appeler les rêves congolais, qui est les rêves africains. Et je préfère vous lire la conclusion de l'article, parce que ce sont ces idées. Ça ne m'appartient pas. Et Kamana dit ceci: nous sommes là dans l'ardente vibration du nouveau rêve congolais. Depuis de longues décennies, bien des penseurs ont perçu ces rêves et y ont cru. Fanon l'a célébré en voyant l'Afrique comme un revolver
dont la gâchette est au Congo. Cheikh Anta Diop avait pensé l'Afrique unie autour du souffle du Congo-Kinshasa. Théophile Obenga a réaffirmé récemment la vocation continentale de la RDC et les philosophes camerounais Boussi Boulaga qui viennent de quitter a eu cette vibrante et magnifique prophétie. Si la RDC s'éveille, toute l'Afrique ressuscitera. Ce rêve de toute l'Afrique n'est ni au-dessus de nos moyens, ni au-delà de nos possibilités. Il relève de notre volonté et de notre détermination. Il devra être en nous comme un levier indoctable pour réussir le Congo. C'est lui que nous voulons que le peuple congolais fasse vibrer et fasse rayonner partout dans le monde à partir de maintenant. Ça, c'est la pensée du philosophe Kamana. Je pense, à mon avis, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui tirent ses origines dans l'esclavage, la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme. On a devant nous nos élites, des élites très aliénées, des élites qui se battent pour les intérêts occidentaux et très souvent proches et utilisés par les Belges. Pour preuve, nous sommes le seul pays. Et ça fait rire tous les Africains. Quand il y a des conflits au Congo, on préfère aller chercher des parrains, surtout blancs, à l'étranger. Je viens du Cameroun. Il y a eu des élections entre Paul Biya et d'autres candidats. Il y avait un grand débat au Cameroun. Mais jamais les Camerounais sont partis chercher de soutien à l'étranger. Jamais. Et je me pose la question, où va notre pays? Peut-on encore compter sur ces élites aliénées qui travaillent pour les intérêts étrangers? Ou bien il faut la changer l'élite, et essayer un peu d'avoir nos élites qu'on va peut-être avoir le 23 décembre 2013 qui vont se mettre au service de notre peuple. Ce n'est pas normal. Un pays trop riche comme le nôtre, la population est pauvre. Un pays très riche comme le nôtre, avec beaucoup d'intellectuels, on n'arrive jamais à se mettre d'accord. Je pense que le moment est arrivé de nous interroger. Est-ce normal qu'on ait ces grands pays, tous les Africains nous attendent, mais quand vous venez à Kinshasa, ce sont des discussions des femmes de ménage. Je m'excuse un peu de parler ainsi. Ça fait très mal quand on voit ailleurs, on dit ces pays-là, ceux qui habitent ne sont pas à la hauteur. Donc c'est une interpellation à toutes les élites congolaises pour qu'ils comprennent. Toute l'Afrique nous attend. Comprennent nos responsabilités. 58 ans après, il est anormal qu'on ait encore voir les Belges. Ça signifie que nos élites n'ont pas l'essence de l'histoire. Ils n'ont pas tiré les leçons de l'histoire. Nous qui avons grandi au village, quand il y a un problème dans la famille, les parents vous disent faites attention avec telle personne. Dans les temps, son grand-père ou bien sa famille vous avait attaqué. Comment expliquer ici? Les Belges ont tué les Congolais ici, un génocide. On a pillé. Et regardez la ville, après le pillage de la Belgique et les multinationales, qu'est-ce qu'on peut montrer comme symbole de la nation belge? Il n'y en a pas. Allez au Katanga, il n'y a que des trous. Et je vois aujourd'hui des gens qui quittent les pays, qui vont chercher les soutiens des étrangers donc, pour venir gérer les pays. Je pense que le moment est arrivé qu'on se fasse des examens de conscience et qu'on songe à nos enfants. Nous allons passer. Quel État, quel pays qu'on va laisser à nos enfants? Il faut penser à l'avenir. Aujourd'hui, on va passer. Pensez à l'avenir. Les Lumumba se sont sacrifiés pour ça. Et nous devons aussi accepter d'avoir un débat contradictoire. Ce qui est dramatique dans ces pays, les gens qui ont fait l'université, or quand on a fait la science, on dit chacun parle de son point de vue. Il faut qu'il y ait un débat. Ici, quand vous commencez à parler, vous êtes identifié. Vous avez du pouvoir, c'est les diables. Et ceux qui sont de l'autre côté, ce sont des saints. Et quand on vérifie, tous ces gens qui sont dans l'opposition viennent de l'autre côté. Donc, notre société est en crise.
il faut enlever les sentiments. Il faut privilégier les intérêts de notre nation et l'avenir de nos enfants. Si on ne les fait pas, retenez ça pour l'histoire. Le Congo sera recolonisé. Pour ceux qui sont informés, un rapport de service secret américain a été publié en Amérique, avant que Trump entre au pouvoir. On prévoit déjà des grandes limitations. Mais pour un peuple qui a connu de telles humiliations, on devrait tirer les leçons de l'histoire. On a l'impression que les Africains, les Congolais, sont ailleurs. Il n'y a pas d'urgence chez eux. On vit comme si la société est normale. Donc, on a été à l'école des Blancs. Nous devons nous interroger pourquoi nos parents nous ont amenés à l'école. C'est pour savoir comment le monde fonctionne et les aider à s'en sortir. On ne peut pas accepter que cette humiliation continue. Donc, c'est une interpellation que je lance. Je pense qu'on va faire le débat. Chacun a ses idées et on va débattre. Merci. À moins que ma mémoire me trahisse, je sais que c'est la RDC et la Colombie qui sont sur cette ligne du boom économique de combattre à cause du développement futur de l'industrie automobile. Quand je vois ce qu'a fait le coltan comme boom, et nous sommes le pays principal producteur en grande quantité de ces minéraux. Le Rwanda à côté n'a pas le même volume de richesses en coltan, mais vient de mettre sur pied une industrie de transformation de coltan. Ils transforment le coltan au Rwanda, mais nous en avons plus. Quand je vois l'exploitation du gaz méthane, le Rwanda a déjà produit l'électricité avec ce gaz. De notre côté, rien. Quelle garantie avons-nous que le boom économique que va apporter le cobalt pour l'industrie automobile pourra amener un changement dans le pays? Vous avez parlé des conciliabules qui se tiennent généralement à l'extérieur. Quand on fait le compte, il y en a pratiquement 32 depuis 1960, je crois. Très peu au pays. Pensez-vous que l'environnement politique congolaise est favorable à un débat en intérieur? Géopolitique ne signifie pas tout simplement, Freddy, la politique de la confrontation. Il y a une sagesse de chez moi qui dit ça veut dire que c'est lui qui porte les œufs qui doit marcher dans les épines. Il doit avoir un regard de sens d'être prudent par rapport à l'objectif. On ne gère pas pour la confrontation, on gère pour atteindre un objectif, réaliser le mieux-être. C'est pourquoi un sage politicien de chez moi disait Kalai Ngangu, Kalai Tekini. C'est pour arriver à réaliser l'objectif. Les discours de la confrontation, on nous fait du mal, on nous fait du mal, on nous fait du mal, c'est qu'on n'est pas sage et on n'est pas technicien pour gérer la République. Ce qui est plus essentiel. La Belgique, le monde international vit par rapport au rapport des forces. Et dans le rapport des forces, la première adage de chez moi qui dit ça veut dire que quand tu te dans le rapport des forces, si tu te mets dans une politique de confrontation, tu ne gagnes pas par rapport à l'essentiel, à l'objectif, tu utilises une technique de gestion pour arriver à l'objectif. Le professeur, je crois, le terminal de tout à l'heure a dit, le Rwanda n'a pas de coltan et vient d'installer une usine de transformation de coltan. Est-ce que le Belge n'autorise qu'au Rwanda et refuse aux Congolais? Le Rwanda exploite le gaz méthane du lac qui veut produire l'électricité. Les Belges autorisent-ils au Rwanda et refusent aux Congolais? Freddy, félicitations. Ton travail t'a amené aux fonctions que tu occupes aujourd'hui. Et tu le mérites. Mais, quand vous dénoncez
dénoncer les Belges qui interviennent. Nous avons animé une conférence débat à tout et faiblesse des 4 chefs de l'État. Kassavou, Mobutu, Laurent Désiré, Joseph Kabila. Selon l'abbé Joseph Mpundu, tous les 4, leur pouvoir a comme source l'extérieur. Personne n'a eu comme pouvoir venant de l'intérieur. Mais quand on a le pouvoir de l'extérieur, pour les gérer, on refuse ceux qui vous ont aidé à les conquérir. Vous voulez les gérer seuls. Pour les conquérir, vous recourez à eux. Aujourd'hui, nos frères sont à Genève. Quand ils vont conquérir le pouvoir pour les gérer, non, ils sont des nationalistes. Encore on gère sans la population qui n'en tire aucun bénéfice. Quand les Belges vous attaquent et les Américains vous disent non, population, nous sommes avec vous, chassez les Belges. Je pense que ne prenons pas les populations pour des chairs à canon pour un fonds de commerce. On n'est pas nationaliste en gérant seul un pays riche aux populations qui souffrent et vous dites nous sommes nationalistes. Est-ce que vraiment c'est les Belges qui empêchent ceux qui tiennent le pouvoir de donner le social à la population? Ils sont au pouvoir. Est-ce que les Belges, les Américains, les Canadiens les empêchent de donner ce qu'il faut aux fonctionnaires, aux enseignants, aux policiers? Laissons les faux fuyants. Il y a l'égocentrisme, l'individualisme, au point que les amis et les familles s'enrichissent et les populations sont pauvres. Quand nous sommes morts ici, on a pleuré. Tout le monde se retrouvait. Je pense, cessons de prendre les autres pour des victimes. Non. Ne justifions pas la mauvaise gestion par l'intervention des autres. Quand les élections maintenant sont dans une mauvaise préparation, est-ce la faute des Belges? C'est un véritable débat. Moi, je pense que vous vouliez que ça soit... Il faut un débat national. Que ça soit fait au niveau des universités. Parce que nous avons des gens, des historiens, des politologues, des spécialistes en matière, pour fixer l'opinion. Le discours est maintenant à votre faute. Je voudrais répondre, vous poser la question. En 1960, il y a eu élection. D'abord, il y a eu l'indépendance, la Belgique ne voulait pas. Il y a eu élection, le monde a gagné. C'était des élections libres et transparentes. Explique-moi pourquoi on va assassiner. L'histoire est très importante. Je pense qu'il faudrait que les intellectuels se posent la question du pourquoi. On ne fait pas un effort. Nous discutons comme ça. Tout est écrit. Le patron de la CIA, qui était ici, Larry Delville, il a publié ses mémoires quand il était à Kinshasa. Si vous partez à l'ambassade américaine, donc l'ambassade américaine, ces mémoires sont en anglais. Les Belges avaient traduit en français, mais ils ont mis autre chose. Donc ils n'ont pas tout traduit. Dans ces mémoires, Larry Delville démontre qu'ils avaient une mission d'empêcher à ce que le Congo tombe dans les mains des Soviétiques. Donc ce qui s'est passé, ça ne concernait pas les Congolais. Ils subissaient. C'est depuis l'esclavage. Et moi je demande à ce que nous qui étions à l'école de Blanc, qu'on fasse des recherches sur le capitalisme. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le capitalisme occidental prédateur. Est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi on les a vendus? Elle est en Amérique. Pourquoi les Noirs sont en Amérique aujourd'hui? C'est parce qu'ils voulaient partir. C'est parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre pour exploiter. Après l'esclavage, la colonisation arrive. Avec quoi? Avec l'industrialisation. La deuxième révolution du capitalisme. On nous a fait esclaves sur notre propre territoire. On a tué l'âme du noir, l'âme de l'Africain, l'âme du Congolais. Et je demande beaucoup à l'âme de lire les mémoires, pardon, la thèse de Mme Léokanza, les origines du sous-développement. Il a fait une thèse publiée en 1974 à Harvard. Il arrive à une conclusion. L'ennemi du Congo, ce n'est même pas la Belgique. C'est le système capitaliste international qui était à Berlin, qui était mis en place à Berlin en 1885. Mais ce sont des faits. Pourquoi on veut occulter l'histoire? Donc nous devons faire partie nous-mêmes pour apprendre notre propre histoire
et tirer des leçons. Lumumba a été tué. Mzee Kabila, on l'a tué. Je pense que la première chose que les gens devaient s'interroger, c'est les travaux des universitaires, pas de tout le monde. Pourquoi la guerre à l'Est? Il y a une thèse publiée par un noir africain à l'université de Bordeaux. Les minéraux stratégiques, les engrais africains. Il démontre la guerre qui est arrivée à Kinshasa depuis la guerre d'Afrique. Il explique qu'à chaque fois qu'il y a des innovations sur le plan technologique, on a besoin de matières premières. Les meilleures façons que ces matières premières se trouvent chez nous. Ça déclenche la première guerre, deuxième guerre, la guerre des coltans. On ne vous demande même pas. Il y a un Canadien qui a publié un livre sur les pillages à l'Est. Il vous démontre que c'est Bill Clinton, avec son d'affaires de Kansas, qui ont monté les coups pour venir faire la guerre ici. On a demandé à Kagame, on a demandé à Museveni, on a demandé aux Congolais. Faisons un effort pour qu'on soit lucide, qu'on relise l'histoire. Tout est dans les livres. Notre faiblesse, honnêtement, on lit pas assez. On lit pas assez. Tout est écrit. Il faut lire pour savoir ce qui se passe aujourd'hui. L'autre élément, la géopolitique. Nous sommes dans une imitation sans précédent. L'Occident est arrivé à la fin. D'autres puissances émergent et d'autres civilisations émergent. La manière dont la Chine regarde voir le monde, ce n'est pas le même regard avec l'Occident. D'ici 2030, la Chine sera la première puissance économique mondiale. Selon les critères occidentaux, la Chine n'est pas démocratique, mais elle est puissante. C'est là où j'ai dit qu'il faut faire attention avec le discours de démocratie ici. Ça casse les intérêts économiques derrière. Il faut qu'on réfléchisse. Regardez Kagame. Et l'élection chez lui. On a fait par tous les moyens pour qu'on les mette à la tête de l'Union africaine. On a fait par tous les moyens pour mettre Mme Mouchekouabo à la tête de l'OIF. Les mêmes occidentaux qui viennent vous donner des cours de démocratie ici, ils sont à Kigali, ils installent des usines. Donc les pour mettre ailleurs. Hein? Les pour mettre ailleurs, le capitalisme est en pleine mutation. Nous tendons vers la révolution du numérique et la révolution, la transition énergétique. Là, je voudrais répondre au professeur. Ce qui est vrai, on va profiter de ce moment, à condition que les progrès soient possibles. C'est là où j'accuse la presse. Notre presse n'est pas à la hauteur, les journalistes ne sont pas à la hauteur. Une histoire comme le bois de minier. Combien ont suivi ça? Même les hommes politiques qui parlent. Combien sont intéressés pour savoir le bois de minier, c'est quoi? Pourquoi on l'a fait maintenant? Imaginez-vous, en 2002, le président Kabila est entre au pouvoir. 6 mois après, la Banque mondiale, le Fonds monétaire et multinational imposent le bois de minier. Ce n'est pas les Congolais qui ont travaillé, ça a été financé par la Banque mondiale pour les comptes internationaux. Et dans ce code minier, on avait prévu une clause de stabilité. Donc on devrait piller les Congos pendant 10 ans. Avec les Congolais. Mais avec les Congolais, je me sais que je viens de vous dire ici que les drames dans notre pays, madame, écoutez un peu. Les drames dans ce Congo, on a eu une malchance d'avoir un petit pays comme la Belgique, nous colonisés avec le border. On a tué l'âme du Congolais. Lisez le document. Professeur Moutamakombo a publié. Mais laissez-moi terminer. Vous avez vos points de vue. J'ai les miens. Hein? C'est un débat. Je donne mon point de vue. C'est tout. C'est ça le problème chez nous. Vous pensez que tout ce que vous dites est vrai, c'est que l'autre dit c'est faux. C'est pour ça que moi j'ai dit, ce sont des débats scientifiques. Normalement, ça doit se passer à l'université. Quand on parle, il faut avoir des preuves. S'il n'y a pas de preuves, ne parlez pas. Je vous donne des livres, des thèses. On vous dit à chaque fois qu'il y a innovation, il y a des guerres au Congo. La guerre de l'AFDEL, la guerre de Bunda. Et nous devons nous préparer à la guerre du cobalt. Pourquoi on doit se préparer? C'est là où le code minier intervient. On a fait, donc c'était prévu qu'en 2010, on n'ait pas de code minier. On a
passé combien 6 à 7 ans. Ça ne marchait pas. Même la Banque mondiale qui avait soutenu l'ancien code minier a remis en cause en disant que les Congos ne gagnent rien. Imaginez-vous, du temps de Mobutu, on produisait 400 000 tonnes de cobalt, pardon, de cuivre. Mais ça finançait les billets du Congo, Isaïe. Aujourd'hui, on produit 1 million. L'argent est où? Non. C'est le code minier de 2001 qui est à la base. Il faut quand même regarder les documents. C'est la raison pour laquelle on a revu ce code minier. Mais regarde ce qui se passe. Le code minier est voté au Parlement. On a envoyé chez le président pour promulguer. Cette minier, s'il vous plaît, sans légitimité, ces gens vont voir le président pour dire, ils ont écrit, il faut remettre ce code au Parlement pour réformer parce que nous sommes perdants. Et Glencore rappelle, n'oubliez pas, c'est nous qui avons stabilisé ce pays. Et quand vous prenez la constitution de ces 7 miniers, vous allez voir, ce sont les mêmes qui étaient à Berlin. Ce sont les mêmes qui ont joué le jeu dans le contexte de congolais. Ce sont les mêmes quand le Premier ministre Kengo a privatisé, qui ont acheté les mêmes entreprises. Ce sont les mêmes qui ont financé la guerre. Il faudrait qu'on prenne du temps, qu'on enlève les émotions, mais que chacun fasse son travail. S'il y a un problème d'histoire, on a des historiens, ils doivent éclairer l'opinion. S'il y a un problème économique, on a des économistes qui éclairent l'opinion par des débats. Ça nous travaille parce que ce que nous voulons, que ce pays soit stable, que notre peuple vive correctement. On fait les élections pourquoi? On ne fait pas les élections pour faire plaisir à la société nationale. On fait les élections pour avoir des dirigeants qui vont gérer notre État pour les biens du peuple. C'est là où ils disent que Kabila est arrivé avec les étrangers, Mobutu, tout ça, Kassavou. Je pense que le moment est arrivé de rompre. Il faut la lecture. Il faut la définir. Est-ce que nous sommes obligés que ces gens qui nous ont vendus, colonisés, continuent à dominer? Non. Donc il y a possibilité si nous prenons conscience. Je pense que moi, ça me fait très mal. Quand on regarde notre église, vous voyez les discussions à la télévision, vous voyez les débats, les fonds évitent. Les fonds évitent. Regardez la présence souveraine, parce que disent que c'est environnement politique. L'environnement politique congolais est favorable à un débat national. Mais on a tendance à oublier, dans ce pays, il y a eu la présence souveraine. Mais ça te mettait là, tu étais encore trop jeune. La conférence s'est bien déroulée pour la toute première fois. Tous les éléments sont retrouvés. Pour qu'on trouve un compromis. C'est vers la fin, quand l'Occident trouvait que les processus l'échappent, on a mis les mains dessus. Quand Tshisekedi est parti négocier avec Mobutu, avec Martin, il est revenu en pensant que ça allait marcher. Qui c'est le ministre de l'Intérieur français, Pasqua? On va voir le Mobutu, non. On n'accepte pas, on va donner des armes. Il y a des complices ici et ça continue. Congo na biso Congo, 47 ans ya libanda.